Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle revue de projet C'est Positif du 15 juin 2021 qui se déroule virtuellement en Mayenne aujourd'hui. Comme vous le savez, C'est Positif est une revue de projet que nous avons construite avec les différents CAUE des Pays de la Loire et donc on se rencontre périodiquement dans un des CAUE et aujourd'hui nous sommes avec le CAUE de la Mayenne. Alors c'est positif, c'est un outil collaboratif, une méthode de travail qui a comme objectif de faire en sorte que les acteurs volontaires qui, dans leur projet de construction, vont au-delà de la réglementation, se sont donné des ambitions environnementales, notamment qui vont au-delà, puissent partager cela avec d'autres acteurs pour contribuer, débattre et avancer tous ensemble. Un petit appel à participation permanent. Si vous avez des projets de quelque ordre que ce soit, qui soient des bâtiments, des infrastructures, des aménagements, quelques moments que ce soit en programmation, livraison, exploitation, y compris donc si c'est de la rénovation, vous pouvez venir déposer votre projet. Laura Duboc, qui est chargée de mission sur cette question-là, peut vous donner son adresse mail. Donc, vous pouvez déposer un projet, plusieurs projets, et on programmera une rencontre avec nos intervenants et nos experts. C'est positif, donc se déroule en 4 étapes. Il y a le dépôt de contribution, puis un examen par 3 experts. Vous les découvrirez dans quelques instants, mais les 3 experts sont désignés par les 3 partenaires de l'opération, Novabuild, les CIAUE et l'Alliance HQE-GBC. Et puis ensuite, la revue de projet qui se déroule en 2 temps, 20 minutes de présentation par les porteurs de projet et entre 30 et 40 minutes de débat avec vous. Et je me ferai le porte-parole des propos que vous déposerez dans le chat. Donc, n'hésitez pas à déposer soit une observation, soit une question dans le chat. Alors voilà, nos 3 experts aujourd'hui. Romain Marten, qui a été désigné par Novabuild, et donc on le retrouvera dans quelques instants. Il est chef de projet bas carbone et résilience à Novabuild. William Matalou, qui est l'expert désigné par l'Alliance HQE-GBC. Et puis Cédric Poisa, expert désigné par le CAUE, architecte conseil au CAUE de Mayenne. Alors on fonctionne avec un cadre de référence. Le cadre de référence que l'on a choisi collectivement, c'est celui du bâtiment durable de l'Alliance HQE. Et vous verrez, en fait, c'est une façon d'interpréter ou de lire un projet. On n'est pas obligé d'être rentré dans une démarche HQE. C'est simplement une de lecture de l'ouvrage et qui permet en fait d'être sur une base d'échange. Alors aujourd'hui, un projet particulièrement intéressant sur Laval, la résidence Ambroise Alouz. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais demander à Laurent Foubert et à Christian Couton de venir nous rejoindre sur scène, sur une scène virtuelle. Bonjour Laurent Foubert. Je crois que vous êtes directeur du développement de Meduan Habitat. C'est bien ça. Et puis Christian Couton, vous représentez OAS. AUAS, ingénierie, le bureau d'études. AUAS Ingénierie. Et on doit déplorer l'absence ce matin, mais vraiment à la dernière minute, et je pense que c'est pour des raisons familiales impérieuses. Depuis le Covid, on a pris l'habitude de ce genre de mouvement de dernière minute. Et donc, on est tout cœur avec lui. William Goyer, qui n'a pas pu être présent. Et donc, on est tous mobilisés pour essayer de répondre aussi à ces questions-là. Donc, je ne sais pas si vous avez bien noté la petite flèche à droite et à gauche qui vous permet de faire avancer le PowerPoint, messieurs. Et je vous donne la parole maintenant pour une quarantaine de minutes pour nous présenter ce projet de la résidence Ambroise Alouz. À vous la parole. Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Laurent Foubert, donc, je suis le directeur du développement et du patrimoine à Meduan Habitat. Meduan Habitat est un opérateur HLM qui œuvre sur le territoire de Laval Agglomération. On a 5500 logements, 6000 logements à gérer et on en produit à peu près 100 à 150 par an. Vous êtes ici sur une résidence qu'on a livrée il y a 5-6 ans déjà, sur un quartier en rue, hein, donc dans les premiers en rue, qui s'appelle le quartier des Pomeroy. Et on avait comme ambition, parce qu'on a œuvré pas mal sur ce quartier-là, on a eu beaucoup de réhabilitation et beaucoup de construction,
pour le dernier ouvrage qu'on voulait porter sur ce quartier-là, pour finaliser donc ce quartier-là, c'est d'augmenter le curseur et de mettre le curseur très très haut avec un bâtiment qui tend vers le bâtiment passif et positif, pourquoi pas. On avait déjà, nous, à Medan Habitat, l'expérience du BBC de longue date, avec la première livraison d'un bâtiment BBC en Pays de la Loire dès 2009. Et depuis 2009, toutes nos opérations étaient déjà BBC en livraison. Alors, on a souhaité, par cette connaissance-là de la construction type BBC, par le retour d'expérience qu'on avait déjà, qui était extrêmement positif, et aussi par l'accompagnement de nos entreprises du territoire qu'on a dû accompagner justement au changement de pratique sur ces bâtiments-là, mais on savait que, pour le coup, l'expérience était aussi au niveau des entreprises et des compagnons qui œuvrent sur la construction de ce type de bâtiment-là. Donc, on a souhaité, par cette expérience-là et ce retour qu'on avait très positif sur ces opérations-là, aller un peu plus loin avec l'objectif, effectivement, de l'ARE 2020, même si c'était, on avait initié ça dans notre esprit il y a maintenant 10 ans, hein, finalement. C'est un concours qu'on a lancé en 2012. Ce concours, on l'a lancé avec cet objectif-là de laisser aux 3 équipes qui ont participé à ce concours-là la liberté architecturale et technique de proposer un projet qui tend vers le passif. Comme je vous disais, on avait l'expérience technique, architecturale du bâtiment PPC. Ça nous permettait, nous, de laisser la possibilité aux équipes pluridisciplinaires de proposer des projets. On a l'équipe, l'agence Goyer, associée à US Structure pour la partie gros œuvre et Guédon pour la partie énergie, qui a été sélectionnée. Et ce qui nous a interpellés dans le cadre du jury de concours, c'est l'extrême simplicité de l'ouvrage qui a été proposé. C'est extrêmement positif en tant que maître d'ouvrage. Moi, la simplicité, ça veut dire que c'est extrêmement bien réfléchi. Donc, on a tout de suite compris le projet et on a tout de suite adhéré. Et donc, naturellement, c'est cette équipe-là qui a remporté ce concours et que je vais pouvoir vous présenter maintenant. Donc, c'était un concours qui portait sur 27 logements en tout. On va surtout essentiellement parler des 24 logements qui sont collectifs, qu'on a en locatifs sociaux. Et en contrebas, vous avez 3 pavillons individuels qui étaient à l'accession à la propriété. L'objectif était sur le patrimoine collectif d'aller sur le passif. Donc, c'est dans le quartier, effectivement, des Pommerais à Laval, donc en fin de rénovation urbaine, avec l'objectif du EFI énergie. Les techniques constructives essentielles, vous retrouvez sur, alors je pense que c'est la diapo d'après peut-être, ou d'avant, voilà. Vous avez une parcelle qui est nord-sud, avec le positionnement du bâtiment collectif en haut de parcelle, côté nord, et avec des orientations de tous les logements vers le sud. Structurellement et architecturalement, je vais parler au nom de notre architecte, malheureusement, qui n'est pas là, mais ce positionnement-là, déjà, il est bioclimatique de base. Petites ouvertures sur le nord, grandes ouvertures sur le sud, et avec une particularité sur le sud, d'avoir des très grandes loggias qui sont rapportées sur la façade isolée. On a sur ces 24 logements-là aussi une grande coursive que vous voyez en gris, avec des ouvertures aussi. C'est pour aussi faciliter la ventilation naturelle, aussi bien de la coursive intérieure, et donc des logements. Parce qu'on a l'objectif, effectivement, d'être très performant énergétiquement, mais attention à la surchauffe de l'été. Ce travail de loggia que vous voyez maintenant, donc qui est rapporté sur la façade, qui est isolée, qui est indépendante de la façade, hein. Donc, on a d'abord les logements qui sont très hermétiques, très fermés, thermiquement très performants, et on a en rajout cet ouvrage métallique qui a été fait donc indépendant, dont les structures descendent jusqu'en bas, qui sont aujourd'hui des grandes loggias. Alors, on a plusieurs intérêts sur ces loggias-là. C'est qu'on a l'effet de serre froide, serre chaude, été, hiver, en fonction de la hauteur du soleil et de l'orientation du soleil.
Donc avec le soleil bien bas, l'été, l'hiver qui chauffe tout l'appartement, et lorsque le soleil est haut, en fait, ça fait des casquettes. Et donc, vous allez voir un peu plus loin dans le diaporama, mais on a des ouvrages en verre qui se déploient sur toutes ces loggias-là pour justement faire cet esprit de... moi, j'avais toujours cet exemple-là, mais c'est comme si on était dans une voiture sous le pare-brise, quoi. Voilà. Donc, l'hiver, ça fait exactement ça. Cet ouvrage-là, il est très intéressant thermiquement, serre froide, serre chaude, mais aussi dans notre programmation, et pour nos locataires, il est très intéressant parce qu'on a des loggias qui font entre 15 et 20 mètres carrés. On en a même une qui fait 25 mètres carrés. Donc, c'est des vraies pièces complémentaires qui sont proposées à nos résidents. Et d'ailleurs, aujourd'hui, qui sont utilisées comme telles. Ils ont aménagé ces pièces-là comme une pièce de vie, et c'est extrêmement agréable. Aussi, le travail sur cet ouvrage-là pour un maître d'ouvrage et un opérateur comme nous, c'est architecturalement, c'est que c'est une façade qui vit, hein, par le mouvement des volets, le mouvement des vitrages, par l'utilisation des balcons. Et aujourd'hui, ça vit très bien. Un coût global d'opération de 2 900 € hors taxe pour une durée de 20 mois de travaux, et donc avec une livraison en 2016. On a un petit élément complémentaire sur la qualité de vie. On a proposé donc au logement du rez-de-chaussée des jardins, vous retrouvez en bas. Alors, donc, ils ont une belle loggia et un beau jardin. Et aussi, on a un aménagement public et un aménagement privé que vous trouvez en cœur d'îlot, où on a créé une sente urbaine qui relie différentes polarités du quartier, et une place aussi aménagée en cœur d'îlot, ouverte à tous. Donc ça, c'est extrêmement important. On est sur une opération un peu dense. On a besoin aussi d'espaces de convivialité, d'espaces de rencontre qui a été créé dans ce cadre-là. C'est aussi des volontés que nous, opérateurs, nous souhaitons avoir sur l'ensemble de nos opérations. Donc, au-delà de la performance du bâtiment, on voulait aussi avoir une performance résidentielle et d'usage. La qualité de vie, donc l'orientation sud des pièces de vie sur un espace tampon loggia vitré avec parois modulables. Donc, c'est des parois modulables qu'il faut... excusez-moi, je reprends la main. Merci. Vous voyez le vitrage avec le garde-corps plein. Donc, c'est des vitrages qui se déploient et qui se rentrent après sur les côtés. Donc, en fonction de si on a besoin d'avoir cet apport solaire gratuit l'hiver ou pas, et l'été, aujourd'hui, par exemple, à cette saison-là, tout est déployé, tout est ouvert, et c'est un balcon. En hiver, c'est une loggia fermée. On a la façade nord faisant office d'espace tampon avec des circulations communes, des pièces annexes, les pièces de nuit, avec des petites fenêtres réduites. Voilà. Ce que j'exprimais tout à l'heure aussi pour la ventilation. Une isolation thermique importante et une enveloppe continue, sans pont thermique naturellement, avec ce système de loggia qui est décellularisé de la structure. Pour le petit point, c'est on a une toiture végétalisée sur les pavillons qui sont en contrebas. C'est essentiellement pour avoir un aspect esthétique et une vue du collectif sur une toiture végétalisée en contrebas. Et des parties communes largement dimensionnées, favorisant aussi les liens sociaux, donc que ce soit en interne ou en externe. Monsieur Couton, je vous laisse la parole. Oui, tout à fait. Donc, Christian Couton, je représente le bureau d'études à US Ingénierie. On est basé dans les Pays de Loire, la Bretagne et Paris. Et donc, effectivement, on est très, très heureux d'avoir été choisi pour travailler avec le Medon Habitat, parce qu'on avait effectivement une carte blanche. Donc, on s'est effectivement employé à la remplir, et en restant simple et en respectant les objectifs du maître d'ouvrage. Donc, dans le cadre du respect de l'environnement, on a utilisé évidemment l'énergie qui était disponible sur site, à savoir le gaz naturel, qu'on a complété avec une pompe à chaleur à absorption gaz de 30 kW, qu'on a complété par une chaudière à condensation de 60 kW, qui assure donc la production et le chauffage et l'eau chaude sanitaire collectif pour cette opération. Ces équipements sont placés en toiture terrasse et sont facilement accessibles. On a complété ça avec de l'énergie renouvelable, du solaire thermique, 40 mètres carrés de panneaux, auto-vidangeables orientés sud-ouest qui produisent les besoins SCS à 45-50%. La distribution chauffage est donc collective avec des modules thermiques d'appartement, des CIC, avec des 22 voies motorisées, plus un thermostat, et qui permettent donc d'individualiser à la fois le confort et les charges pour chacun des logements.
On a des radiateurs basse température, évidemment, 55-40 degrés en termes de distribution. On a une ventilation mécanique collective de type hygrop B. L'éclairage des parties communes, ça est assuré évidemment avec des détections automatiques pour assurer effectivement les économies d'énergie. L'objectif pour nous, c'était vraiment une efficacité énergétique, mais en restant effectivement simple pour qu'il y ait des coûts de maintenance maîtrisés et un confort facile d'usage pour les usagers. Cette opération fait l'objet d'un management responsable. Effectivement, le maître d'ouvrage avait souhaité effectivement aller beaucoup plus loin que la réglementation thermique en vigueur. Donc l'objectif, c'était effectivement l'ARE 2020, enfin les premiers prémices. On a eu beaucoup d'échanges avec le maître d'ouvrage afin de trouver effectivement le juste équilibre entre les investissements d'économie d'énergie et la qualité des usages, et notamment la maintenance derrière. Il fallait effectivement privilégier des solutions simples et efficientes. Alors ça, c'est peut-être à toi, Laurent, de repartir sur la partie sociale. Donc, effectivement, par sa composition urbaine, on participe à la requalification du quartier des Pommerais, donc la première zone en rue qui était sur Laval. Et on finissait ce quartier-là. Donc, c'était aussi une image forte pour l'ambition qu'on souhaitait porter aussi sur Laval, l'ambition aussi de la commune, de dire, voilà, on termine un quartier avec une opération qui n'existe pas ailleurs, et on va vers le futur. Donc, on avait cet objectif-là, et on a aussi fait une analyse avec le CEREMA il y a 2 ans, justement pour savoir si on était bien dans l'orientation E+, C-. Et donc, même sans avoir les détails de l'E+, C- quand on a étudié le projet, donc c'était 2012 pour une livraison 2016, donc en étude, on ne connaissait pas du tout l'orientation de ça. En fait, on y est vraiment juste très proche. Et on sait que c'est sur le carbone qu'on va pouvoir travailler dans les années à venir, mais la marche n'est pas si haute que ça, finalement, parce que les principes sont déjà intégrés à mon sens. Voilà. Et on a démontré par cette étude-là que, voilà, même sans règles établies, en fait, on était déjà dans des résultats très bons, aussi en carbone. Donc, on a intégré, comme je vous disais, un square semi-cubique avec une voie piétonne qui traverse le terrain d'est en ouest et qui permet de poursuivre une liaison existante et créer des liens à l'échelle du quartier. Donc, ça, c'est très important dans tous les quartiers qu'on travaille, c'est d'avoir ce lien social. C'est aussi pour ça qu'on a fait un bâtiment collectif, en locatif social, et des pavillons individuels en accession sociale à la propriété. Et cette résidence-là, ce cœur d'îlot, il y a d'un côté des ensembles immobiliers qu'on avait réhabilités 2-3 ans avant, plus une autre cité qui est à proximité. Donc, on est à la croisée de chemins et de liens. On a créé un parking aérien au sud, privatisé. Voilà. Et les budgets qui ont été consacrés à la qualité, au confort, aux agréments des espaces extérieurs et intérieurs. Le projet proposé, dans notre réflexion, mais commune et aussi qui est partagée par le groupement d'architectes avec le bureau d'études fluides, c'est on mise sur le bâti. Et ça a toujours été notre regard, nous, de maître d'ouvrage. C'est le bâti sur lequel il faut surinvestir. Voilà. Et après, les équipements viennent en complément pour améliorer. Et l'intelligence voilà, je me permets, M. Couton, c'est d'être... alors, on est parti sur un système novateur, la PAC gaz, couplée avec l'énergie solaire. Donc, c'est pareil, on a eu beaucoup d'expérience sur les équipements. On a tout type d'équipements sur notre patrimoine, des pompes à chaleur verticales, horizontales, RR. Voilà, on a voilà, on a tout ce qu'il faut. On savait qu'on avait un retour qui n'était pas forcément très positif sur le solaire, en individuel, notamment à cause des charges d'entretien de ces panneaux-là quand on est en locatif. On s'est laissé séduire parce que là, on est sur un esprit collectif. On est sur des panneaux collectifs. Et donc, en entretien, on savait qu'on pouvait optimiser cet entretien-là avec l'installation gaz qui était à proximité. Donc, en fait, on a un package global où on a une maintenance cohérente sur l'ensemble de cette installation.
On a fait une porte ouverte aussi avec les installeurs, etc., pour bien qu'ils nous expliquent le fonctionnement avec notre prestataire. Et le retour de ces installations-là font qu'elles sont très simples. J'ai eu aucun sujet de maintenance, d'entretien, ni avec nos résidents. Et si certains veulent, voilà, les charges de nos locataires sont minimisées à 5 € par mois de chauffage. J'ai le retour là, de 2019 et 2020 des charges et des régules de charges, parce que c'est des charges individualisées par appartement. On a des compteurs de calories par appartement. Donc, on connaît toutes les charges. On peut les répartir vraiment à la consommation réelle, mais avec une production collective. Ça fonctionne très bien. Donc, nous, on s'est engagé avec l'équipe parce qu'on avait un bâtiment, on savait qu'il était performant, que structurellement, thermiquement, il savait faire. On a eu la chance de tomber sur vous dans le concours. C'était un concours anonyme. On est tombé sur une équipe qu'on connaissait, qui avait aussi une expérience avec nous. Et donc, c'était extrêmement rassurant de les laisser aussi après, dans l'étude, proposer des choses. Voilà. Et donc, on en parlait tout à l'heure en off, mais cet échange-là, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, est très important dans la conduite et dans l'élaboration d'un projet. C'est une histoire aussi de confiance, de respect, de management et d'emmener l'ensemble dans une direction donnée. Voilà. Donc la synthèse, c'est naturellement, c'est les loggia bioclimatiques. Et finalement, ce qui est assez fou, c'est que c'est peut-être pas différent des vérandas de l'époque, mais voilà, on l'a reproposé là. Les loggia bioclimatiques, ils proposent à chaque locataire un véritable espace de vie supplémentaire, utilisable en toute saison, par adaptation manuelle de la configuration des fermetures. Donc par contre, on avait tout de suite capté que, et d'ailleurs on avait eu ce retour-là d'expérience sur le BBC, sur l'usage de nos résidents dans ces logements-là. Dans les logements BBC, on avait ce sujet-là, donc surtout qui nous laisse les entrées d'air ouvertes. Mais il faut de la pédagogie parce que l'entrée, c'est tellement performant qu'il y a plus d'air qui rentre par ces entrées-là, donc les gens, ça les perturbe. Ils veulent naturellement les boucher, donc là, on s'était dit, ça va être encore plus performant. Il va falloir qu'on leur explique d'une façon pédagogique. On s'est permis de faire une vidéo de l'usage de ces objets-là parce que c'est par leur activité et par leur usage que les locataires peuvent bénéficier des gains énergétiques solaires gratuits. C'est par leur travail qu'ils font sur la loggia, de fermeture, d'ouverture, etc., qui peuvent bénéficier. Et donc, il y en a certains qui ne payent pas de chauffage du tout. Il y en a d'autres qui payent 10. Donc, on voit bien, c'est l'usage qui est un petit peu différent. Bon, 10 € par mois, ça va, ça reste raisonnable. Mais voilà, il faut que le locataire aussi soit proactif, en fait, dans sa consommation. Et donc, naturellement, l'individualisation des consommations est très importante par rapport à ça, et pour qu'il y ait une réflexion et une conscience. Mais après, il y a aussi l'usage même de ces équipements et la loggia. Donc, on a fait une vidéo pour expliquer, et à chaque état des lieux, on donne une petite clé USB sur le fonctionnement des équipements et du logement à nos locataires, pour les accompagner dans la pédagogie. On sait que c'est des choses qui peuvent se perdre. Au tout départ, on livre un bâtiment, tout s'explique, et puis à la fin, voilà. Donc, l'idée, c'est d'essayer de pérenniser ce sujet-là. Donc, l'autre point fort, c'est la desserte des logements en étage par les circulations larges en lumière naturelle, propice à favoriser le lien social, la convivialité et aussi la ventilation naturelle de cet espace de coursive, plus ou moins fermé. Et un bilan financier avec un coût prévisionnel, toutes dépenses confondues, de 3,6 millions, qui a été respecté. On n'a pas eu de surprise. Et c'est aussi la qualité, ça, du groupement, qui est extrêmement performant, techniquement, économiquement, architecturalement. Et donc, je profite pour les remercier là, vraiment officiellement. Les enseignements, le parti pris est celui de la simplicité pour répondre à l'objectif d'une architecture bioclimatique juste et pertinente. Le recours à des solutions éprouvées, loggia sud, circulation, espace desservant par le nord, équipement technique maîtrisé, assure l'efficacité des investissements et un confort d'usage optimisé. Donc, l'opération a été lauréate du prix bâtiment passif au congrès HLM de 2018, lauréate du trophée gaz aussi, gaz naturel, en catégorie logement social neuf.
Et voilà. Et il y a aussi eu l'étude du CEREMA qui a permis aussi d'élaborer le plus C-. Merci beaucoup, Laurent Foubert et Christian Couton de cette présentation. Alors, il y a toujours un avantage au fait qui n'est pas l'architecte, c'est que vous avez absolument tenu le temps et c'est toujours plus compliqué quand il y a la présence de l'architecte. Donc, Surtout que William Goyer est très. En plus. Ah oui, il parle beaucoup. Voilà, donc il aurait pris du temps. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans le chat Laura Duboc qui prépare le débat avec nous a mis le lien vers la vidéo. Donc, on invite tout le monde à aller découvrir la vidéo. Mais je vais tout de suite demander à Cédric Poisat, peut-être un peu comme un porte-parole de nos experts pour démarrer le propos, commencer par sa première question ou observation. Oui, bonjour. Je ne sais pas si... Mais bon, bref, je vais vous... Non, j'avais une question qui me semblait importante, c'était au niveau des entreprises, vu que c'est des systèmes un peu novateurs, où les entreprises n'ont pas l'habitude de respecter, par exemple, aussi bien l'étanchéité à l'air, etc. C'était il y a quelques années déjà, donc c'était un des premiers projets. Si vous aviez réussi à trouver facilement des entreprises, et si oui, s'il y a eu des problèmes sur le chantier ou si ça s'est bien passé, techniquement ça a fonctionné. Et est-ce qu'on peut les citer? Bien sûr. Oui. Elles sont dans le PowerPoint. Ouais. Hop là. Je les ai plus en tête, mais bon, en gros œuvre, c'était l'entreprise Eudes. Voilà, on les a là à l'écran, monsieur. Ouais. En gros œuvre, c'était l'entreprise Eudes. Donc, structurellement, on avait besoin de béton pour faire de l'accumulation aussi voilà, à l'intérieur. L'entreprise Landron pour l'isolation extérieure. Alors, c'est SBEM, l'étanchéité. Voilà. Et alors, est-ce que ça a été compliqué? Vous avez eu l'impression qu'il a fallu faire un soin particulier sur le chantier ou les choses vous ont paru relativement faciles? Alors, c'est ce que je disais, c'est si on s'est engagé là-dessus, c'est parce que nous, on avait le retour d'expérience et on avait déjà éprouvé nos entreprises locales, finalement. Alors, effectivement, le premier bâtiment BBC, qui était le premier bâtiment des Pays-de-Loire livré en 2009, il était extrêmement étanche à l'air, et on s'est rendu compte qu'il n'était pas très étanche à l'eau. C'est dommage. Donc, on voit bien que l'ensemble des équipes était focus sur le travail de l'étanchéité à l'air, etc. Il était très performant. Mais par contre, les techniques, les ouvrages, l'isolation par l'extérieur, les pattes d'accroche sur le béton, etc., tout ça, c'était pas encore... alors, on a livré en 2009, hein, donc démarrage de chantier 2007, sur le premier bâtiment BBC. Et on a travaillé avec les industriels, on avait travaillé avec les entreprises, on avait fait des formations sur place, parce qu'on savait très bien que les compagnons n'étaient pas en capacité d'acquérir cette nouvelle compétence. Et nous, on voulait, en tant qu'acteur local, et pour le coup, le plus gros fournisseur de travail sur la Mayenne, c'est que nous, nos entreprises, on en a aussi besoin pour pouvoir œuvrer. Et on a aussi besoin d'entreprises qualifiées pour continuer à faire nos ouvrages. Donc, ce partenariat, il n'est pas que avec la maîtrise d'œuvre, il est aussi avec nos entreprises locales. Et donc, c'est par les références qu'on a fait avec eux et des références pour le coup réussies, on a un tissu local qui est vraiment très performant, avec des compagnons qui sont vraiment soigneux. On a fait ce premier BBC, le deuxième BBC sans trop de soucis, le troisième, parfait. Le troisième BBC qui a eu une étude avec l'USH en 2011 sur 10 bâtiments sélectionnés en France. C'est le seul qui répond aux objectifs qui étaient donnés du BBC. Et donc, je savais que nos entreprises qui allaient répondre à l'appel d'offres en corps d'état séparé allaient être en capacité de proposer leurs services qualitativement. C'est ce qui s'est passé. Et malgré tout, sur le temps du chantier, je relève l'interrogation. Donc là, on a une permeabilité à l'air à 0,11 m3 par mètre carré qui est vraiment très performant. Il y a une maîtrise aussi des ponts thermiques par rapport à l'isolation extérieure, tout ça. Il y a eu un point de sensibilisation qui a été mené pour ce projet aussi, un accompagnement avec les entreprises. Est-ce que vous êtes fait aussi épauler par un cabinet spécifique sur l'étanchéité à l'air? Parce que je suppose qu'il y a eu des tests intermédiaires qui ont été menés, puis des tests finaux à réception.
C'est ça. Donc, est-ce qu'il a fallu rectifier le tir en cours de route parce que avec les tests intermédiaires, on peut voir qu'il y a quelques lacunes, je sais pas, au niveau des posées menuiseries, ainsi de suite, où finalement ça s'est bien déroulé du fait du retour d'expérience que vous avez vécu et du fait aussi de la, je dirais, de la qualité des entreprises et de leur connaissance sur ce sujet-là pour accompagner un projet avec une approche passive aussi, quoi, je Ouais. dirais. Donc effectivement, on fait toujours deux tests, un avant placo, voilà, et un après placo. Et on savait d'expérience que finalement les fuites d'air se trouvaient au niveau des coffres de volets roulants et des fourreaux électriques, etc. C'est essentiellement là. Donc il y avait une vigilance naturellement particulière, mais le bureau, l'ingénierie qui nous a fait les tests nous indique aussi où est-ce qu'il y a des points de vigilance. Donc naturellement, il était un peu moins bon qu'au final, parce qu'après on a en plus tout recalfeutré avec du Toujours. voilà, c'est normal. Mais il était déjà bon. Parce que 0,11, c'est vrai que c'est très faible, du coup, Il était ça déjà permet bon, une donc, vraie on maîtrise était- quand même sur ce sujet-là. Ouais, non, on est toujours très, très surpris, nous, et agréablement surpris à chaque fois. Les tests intermédiaires, on se dit toujours, bon, il va y avoir on a eu des opérations depuis où il y a où ça rentre pas dans la norme, dès l'intermédiaire, mais habituellement, ils rentrent tous dans la norme, même en intermédiaire. En tout cas, nous, C'était en le tant que cas aussi maîtrise d'œuvre, ici. c'est Oui, un point Christian. qu'on leur attire dès l'origine, enfin dès le montage du dossier. C'est un point qui est clairement identifié et qu'on fait chiffrer sur les bordereaux, sur les bordereaux d'entreprise. On indique D'accord. clairement, L'objectif, étanchéité à l'air et quel montant ça peut bien sûr. invoquer. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel on est très vigilant. Donc, les entreprises sont sensibilisées dès l'appel d'offres sur ce point. Cédric Poisa, une autre question? Même si c'est sur l'architecture, on verra bien. J'ai l'impression que Laurent Foubert porte tellement son projet que on peut aussi poser des questions sur l'architecture. Cédric? Est-ce qu'il m'a entendu? Ah, on n'a pas le son, Cédric. Si tu veux ouvrir ton micro. Oui, je disais, au niveau de la conception, est-ce que ça a eu un impact fort sur la conception, les contraintes techniques? Et si oui, lesquelles? Quelles sont les principales contraintes qui ont eu un impact sur la conception? Vous parliez de compacité. On imagine que les ambitions que vous êtes données ont porté cette compacité. Donc derrière, ça génère une architecture un peu particulière. Oui, tout à fait. On a modélisé très rapidement, dès les premières phases d'esquisse avec l'architecte, le bâtiment, en termes thermiques, sur la RT 2012. Et évidemment, on est arrivé sur des schémas simples, classiques, c'est-à-dire compact, orientation nord-sud. Donc, effectivement, ça forcément, les choix techniques de performance énergétique ont joué sur l'architecture et sur l'image du bâtiment rendu. Et après, effectivement, on a rajouté l'espace tampon solarisé devant, la bioclimatique. Qu'on a désolarisé, évidemment. Donc oui, tous les éléments thermiques de performance ont eu une incidence sur la partie architecturale. Mais on a vraiment, nous, en termes d'équipe de conception, c'est intégré dès l'origine, donc ce qui fait qu'on a pu travailler conjointement avec l'architecte et que chacun a pu s'exprimer librement et apporter sa pierre à l'édifice. Du coup, c'était William, aussi j'ai associé. Non, je dis ce que je voulais dire, c'était aussi associé à la volonté aussi d'avoir une approche passive qui allait au-delà du BBC Oui. pour proposer, parce que même l'implantation et l'orientation qui est nord-sud, il n'est pas non plus standard, il est réfléchi. Le fait d'avoir effectivement des grandes baies côté sud et puis des petits ouvrants côté nord, mais tout en ayant aussi une ventilation naturelle qui est permise. Enfin, il y a une vraie réflexion. On n'a pas parlé aussi d'isolation, mais il y a quand même une surisolation. Vous êtes sur 30 cm, on est autour des 7-8 en termes de R. Donc, on va quand même sur quelque chose qui va au-delà du standard. Donc, c'est vrai que le levier, ce que je veux dire, l'écriture du projet s'est fait aussi avec l'ambition du maître d'ouvrage. Est-ce qu'il n'y avait pas eu, s'il n'y avait pas eu cette ambition du maître d'ouvrage, est-ce qu'on aurait fait différemment et du coup moins vertueux sur l'aspect thermique? Parce que souvent, malheureusement, quand on porte pas une ambition assez vertueuse, on va pas pousser jusqu'au bout. Et finalement, thermiquement, on va pas aller sur des économies d'énergie ou de confort aussi fort, je dirais. Oui, clairement, l'ambition du maître d'ouvrage était clairement établie. C'était Ouais, elle était clairement établie, d'accord. Ouais, C'est ça, voilà, ouais. voilà. Ça a pu C'était permettre un peu d'accompagner. l'élément moteur du projet. C'est un peu l'élément ça. moteur du projet. Je ne veux pas dire qu'architecte, habituellement, c'est plutôt l'architecte qui est moteur sur Bien sûr. effectivement l'image, l'implantation.
Et on a tendance, nous, en tant que bureau d'études, à suivre et à essayer d'apporter les bonnes réponses. Mais là, c'est effectivement la démarche de Medon Habitat était clairement identifiée. C'était un bâtiment passif. On ne devait pas dépasser 19 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an pour le chauffage et le CAS. Donc, C'était forcément, clairement indiqué aussi, quoi. ouais, Donc, il y a eu tout forcément, un l'image travail. architecturale et le travail derrière est impacté par cette ça. performance-là. Effectivement, on est sur isolé, oui, on est sur 29 cm. Je crois ça. qu'on a un R de 9 Ouais, sur les murs extérieurs. Sur la terrasse, on a 2 fois 140, on a un R de 12. Donc oui, on est sur une enveloppe thermique. De toute façon, on le dit tout le temps, il faut travailler sur l'enveloppe thermique. Les kilowattheures les meilleurs, c'est ceux qu'on ne dépense pas. Donc, tout à fait. C'est une très bonne approche, effectivement, de résilience, en termes de conception bioclimatique qui est maîtrisée pour réduire les besoins énergétiques et puis après travailler sur la performance de l'enveloppe avant de toucher effectivement à la technique. C'est vrai que c'est le côté assez vertueux. Une attention très particulière au problème de surchauffe, parce qu'évidemment, implanter sud, c'est une bonne idée. Mais... C'était le point qu'on voulait soulever, effectivement. Ouais, j'imagine. Comment vous avez traité ça ? Comment vous avez traité cette question de la surchauffe alors ? Voilà, c'est ça qu'on voulait soulever. Eh ben, c'est ce qui a été exprimé. Voilà, c'est une enveloppe complètement désolarisée déjà du bâtiment pour pas impacter la partie thermique de la façade. Donc effectivement, la partie loggia est complètement indépendante, elle est structurellement indépendante. Et après, effectivement, on a joué sur cette modularité. C'est des loggias, mais des loggias ouvertes qui se transforment en balcon quand il fait très chaud. Donc effectivement, toute la partie vitrée, elle peut être complètement dépliée, ouverte. Et on a en plus, effectivement, des pare-soleils, des volets mobiles en aluminium qu'on peut effectivement déplacer pour effectivement... la partie solaire. Mais comme disait M. Foubert tout à l'heure, le gros point, c'est effectivement, on est sur c'est l'usage. C'est l'usage que peut être apporté par les locataires. Et c'est ce qui fait toute la différence. Si on laisse effectivement fermer la loggia en plein été avec les vitrages fermés, on va avoir une serre, un aquarium, on est bien d'accord. Exactement. Donc c'est pour ça que le fait d'associer les locataires, les occupants des locaux, c'est très important à la vie de ce bâtiment et au confort. C'est manuel ou automatisé C'est complètement manuel. C'est un choix qu'on a. Manuel. Et vous avez maintenant on a une antériorité de 5 ans. Alors Laurent Foubert, je crois qu'il y a eu un problème de connexion, mais il va nous retrouver. Vous avez quand même suivi un peu l'usage. Les gens l'utilisent-ils cette loggia un peu comme vous l'aviez prévu, ou il y a des surpris? Oui, tout à fait. Alors moi j'étais étonné, je suis passé sur site la semaine dernière et je m'attendais à trouver des vélos, enfin un peu du stockage, du fourre-tout sur ces fameuses loggias qu'on retrouve tout le temps sur les balcons. Et là il n'y a rien. Je vous engage à aller voir. Voilà, il y a strictement rien. Il y a une table, des chaises. On sent que ça vit et que voilà, l'usage de cette loggia n'est pas dévoyé. Il est vraiment respecté et les gens savent que c'est un élément clé pour le confort, pour l'économie d'énergie et le respectent clairement. Donc voilà. Et comment ils le savent? Comment ils savent que c'est un élément clé? La vidéo qui a été transmise par Medon Habitat, comme quoi effectivement c'était un des éléments clés du confort et de la consommation. Et donc ils ont fait une vidéo explicative où on voit qu'effectivement il faut avoir une approche différente en demi-saison, l'été ou l'hiver par rapport à cette. Et je pense que c'est important pour eux d'être acteurs, de ne pas subir leur habitat, de vraiment voir la différence si j'ouvre, si je ferme, si je déplace les volets coulissants, qu'est-ce qui se passe. Et donc ça c'était effectivement très important. Et techniquement, comment vous avez fait pour que ce soit robuste il y a eu des choix de matériaux, effectivement. Voilà, je n'ai pas les marques en tête, mais oui, c'était effectivement. L'idée, c'était pas de casser effectivement les vitrages. Donc, on est sur des vitrages sécurité, on est sur des choses de qualité, effectivement. C'était un des éléments. Et pour revenir juste sur l'aspect confort, mais malgré tout, est-ce que du coup, vous avez fait des simulations thermiques dynamiques de confort un peu pour justement quantifier un peu les heures d'inconfort qu'on pourrait avoir sur des climats standards ou voire même des climats extrêmes? La STD a été faite, effectivement. Et alors, la STD ne permettait pas forcément de modéliser de façon très fine ce genre d'espace tampon solarisé. Voilà. Quand ça a été fait en 2014, l'étude, il y avait encore des lacunes. Donc voilà. Mais néanmoins, si on jouait le jeu et qu'on ouvrait les vitrages et qu'on l'été, il n'y avait pas de période d'inconfort clairement identifiée. Sachant qu'on a des volets roulants, de toute façon, après, sur la partie qui sépare la loggia du en plus, ouais, d'accord. On peut recloisonner derrière. Isolé. Ok, très bien. Il y a un autre aspect donc très fort parce que anticipant une réglementation qui était encore totalement hypothétique, vous êtes avec une dimension carbone intéressante. Romain Martin, qui est chef de projet bas carbone et résilience à Novabuild, est-ce que tu as une question là-dessus?
Alors, une question, déjà une remarque, c'est de dire que c'est extrêmement intéressant d'avoir un bâtiment qui est performant en carbone et qui n'est pas présenté dans votre présentation. Donc, je vais dire les chiffres pour que ceux qui nous regardent puissent avoir conscience. Alors, déjà, en termes thermiques, on est à moins un B-bio de moins 66%. Donc, ça, c'est ce qui caractérise le bâtiment de la RT 2012. En consommation d'énergie primaire, on est à moins 45%. Donc, c'est vraiment important. Et en ce qui concerne le bilan de gaz à effet de serre, on est à moins 16% par rapport au niveau C1, qui est le niveau le moins contraignant, mais qui quand même a un certain niveau. Donc, sans avoir eu des études préalables sur ce carbone-là, puisque les études ont été faites a posteriori, effectivement, il y a une ambition carbone qui est bonne. Et en plus, sur les produits de construction et équipement, on est quasiment à la limite du niveau C2, donc le niveau vraiment performant, qu'il s'agirait d'atteindre le plus rapidement possible pour l'ensemble des bâtiments. Et si possible, tous les bâtiments en 2030 devraient avoir ce niveau C2. Donc on peut penser que c'est le fait d'avoir choisi une énergie gaz qui pour l'instant est carbonée qui fait qu'on n'arrive pas au niveau C2 facilement, mais en même temps, c'est avec un équipement performant puisque c'est une pompe à absorption. Et peut-être que la question, c'est qu'est-ce qui vous a fait choisir cette PAC à absorption? Est-ce qu'il y a eu un comparatif très précis des différents équipements pour atteindre cette performance? Ouais, tout à fait. On avait plutôt imaginé une pompe à chaleur électrique, pompe CO2. Mais à l'époque, en 2013-2014, le matériel n'était pas forcément fiable. Il y avait un coût également qui était contraignant. Donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers le gaz et les chaudières à condensation, ça ne suffisait pas, clairement pas. Donc on n'avait pas trop d'alternatives. Donc la pompe à chaleur gaz permettait effectivement de répondre à toute une problématique. Juste pour resituer, il faut savoir que ce bâtiment, les déperditions, par moins 7 à l'extérieur, c'est 30 kW sur 24 logements. Donc on est 1 kW par logement. Enfin, on est vraiment sur des choses très basses. Donc la pompe à chaleur, qui fait 30 kW également, avec le solaire, permet de... Vraiment, les chaudières vont vraiment en appoint, quoi, très très peu. Donc on est vraiment sur un fonctionnement de gaz qui est limité à sa portion congrue, puisqu'on est quand même sur un rendement qui est de 125-127% sur la partie pompe à chaleur gaz. Voilà. On a une question dans le public sur la gestion des eaux. Alors j'imagine que c'est aussi les eaux pluviales, les différentes, enfin, vos choix sur la circulation de l'eau et puis sur la gestion des déchets. Alors, il n'y a pas eu de travail particulier. On s'est vraiment consacré sur la partie énergétique et passive du bâtiment. Il avait été imaginé effectivement de récupérer l'eau pluviale, mais il n'y avait pas forcément un usage, donc ça n'a pas été retenu. Et sur la gestion des déchets, je n'ai pas plus d'informations que ça. Il y a pas de, voilà, on a un local effectivement déchets, mais il n'y a pas une réflexion plus poussée que ça sur ce bâtiment-là par rapport à ça. Un peu en prolongement sur les locaux partagés. Il y a des locaux partagés, vous en avez parlé tout à l'heure. Vous connaissez leurs usages, savoir s'ils sont vraiment utilisés, parce que parfois on a des déceptions, on met des mètres carrés en partage et puis ça ne fonctionne pas comme on imaginerait. Ouais, tout à fait. Alors là, je suis désolé, je n'ai pas les retours. Je sais pas. C'est M. Foubert qui pourrait vous apporter les réponses, mais moi, je n'ai pas les éléments là, de suivi sur cette partie-là sociale, sur le volet social de ce bâtiment. Je crois, William, tu voulais ajouter quelque chose? Non. Sur le moment, oui, mais je pense que c'est sorti de tête maintenant. Donc, moi, j'ai noté ça. C'était sur l'eau, mais bon, sur l'eau, par rapport aux consommations d'eau, certes, on peut effectivement se coupler à une récupération d'eau pluviale pour alimenter les sanitaires ou d'autres besoins. C'est sûr que c'est un fait. Après, malgré tout aussi, on peut, vu qu'on est sur du logement, on peut s'interroger aussi sur le choix, de la robinetterie, un peu plus hydro-économe que ce qu'on avait l'habitude de faire il y a de ça 10 ans. Est-ce que ça, par exemple, c'était le cas, parce que là, Medoane Habitat a toujours effectivement mis en avant ce problème d'économie d'eau pour les locataires. Donc, on est effectivement sur des mitigeurs, on est sur des réducteurs de débit à 5 litres minutes sur l'ensemble. Non, ça a déjà été intégré. D'accord, ça c'est déjà intégré. Ouais, c'est une démarche très forte de Medoane Habitat. Ok. Et remis à jour, pardon. Non, vas-y, Thierry. J'étais sur l'acoustique là. Est-ce qu'il y a un traitement particulier? Il y a toujours une petite inquiétude quand un bâtiment est très isolé. On se dit. Il n'y avait pas de difficulté particulière. On est sur des voies calmes, on est sur des BR1, je crois. Donc, il n'y avait pas de particularité. Et puis, de toute façon, on a l'espace tampon devant qui, effectivement, protège toute la partie pièce de vie. Et entre logements, non, on a des dalles béton, effectivement, qui permettent de respecter la NRA. Donc, non, pour moi, il n'y a pas eu de... Oui, je vois ce que vous voulez dire. L'amplification des bruits, effectivement, on n'a pas eu de retour, en tout cas. Et
par rapport à ça, en tout cas, par rapport à ce phénomène. On a dans la salle Hervé Guinard qui nous demande si vous avez déjà réalisé d'autres projets avec des logias bioclimatiques. Et non, on aimerait bien, mais malheureusement, les projets s'y prêtent pas. Voilà, il faut vraiment que ce soit quelque chose d'intégré dès l'origine, quoi. Notamment la modularité, c'est vraiment très important. Et puis après, il faut qu'effectivement les gens se l'approprient. Et ça, c'est très important également. Et tous les projets ne permettent pas ce genre de. Et c'était la première fois? Oui, c'était la première. D'accord. Donc là, c'est un projet unique, on va dire. C'est pas vrai, fonctionnement-là, donc on aimerait bien reproduire, évidemment. Puisqu'a priori, ça donne entière satisfaction. Donc, je pense que je pourrais pas dire ça. Je vais revenir sur justement ces logies bioclimatiques. On parlait notamment de ventilation traversante, notamment l'été, pour ventiler. Là, en ce moment, on a des fortes chaleurs, donc la nuit, on aime bien ventiler un peu. Ouais. Ce que je comprends, c'est côté nord, on a des ouvrants, mais qui donnent sur une circulation qui est commune. Non, ils donnent sur l'extérieur en partie. Il y a des Elles donnent sur l'extérieur, d'accord, ok. Je ne sais pas si on peut voir le plan du bâtiment. Donc, c'est-à-dire que c'est juste les ouvrants de l'appartement qui ouvrent sur la circulation qui elle-même est à l'extérieur, c'est ça? En partie, mais il y a également, parce que le bâtiment est un peu, voilà, je ne sais pas si on peut voir le plan du bâtiment, voilà. Okay. Donc on voit que sur les deux extrémités du bâtiment, on voit bien que les logements sont traversants. Et donc là, c'est là qu'on a mis des petites fenêtres. Oui, d'accord. Ça, ils sont on va mettre une ventilation naturelle, évidemment, du logement. Et on a les deux logements, effectivement, centrales, qui, eux, donnent sur cette fameuse circulation qui est ventilée l'été. Ok, qui est ventilée l'été, de la même manière, ils ouvrent les côté appartement, et puis ça permet d'avoir une ventilation traversante. Sur la cuisine, qui donne effectivement sur cette circulation. Et ça aussi, c'est un élément très important et qui avait été porté par l'architecte qui souhaitait effectivement avoir une ventilation naturelle possible de ces logements-là. Ouais. Voilà. Ce serait toujours intéressant sur ces projets-là, c'est d'avoir le retour sur la température réelle dans les appartements. C'est vrai, quand il fait, là, on va avoir 35, je crois, cet après-midi. C'est vrai d'avoir une notion de temps et de se dire, on est quoi? On est autour des 25, des 26, ce qui est confortable, ou est-ce qu'on est plus proche des 28, où on dépasse un peu et on devient un peu dans l'inconfort? Ça permet d'avoir une compréhension et de se dire, oui, la technique, elle marche. Et c'est vrai que ce retour-là, il serait intéressant d'avoir ce delta de température entre l'intérieur et l'extérieur. Ouais, honnêtement, je ne suis pas inquiet. On a vraiment tous les bien sûr. Les outils là, pour que ça fonctionne. Si vraiment la loggia est fermée, si les volets roulants sont fermés, si la température est descendue l'hiver, pardon, l'hiver, la nuit, oui, tout à fait. La ventilation naturelle, si on ferme rapidement effectivement les différents éléments, sachant qu'on a une inertie quand même qui est très forte, puisqu'on est en inertie lourde, très lourde, puisqu'on a le béton plancher, mur sur les quatre faces, avec une isolation très performante. Honnêtement, je pense qu'on a quand même quelque chose de très confortable. On avait un petit, on est très enthousiaste, vous l'entendez, mais on a un petit point de doute ou d'interrogation sur l'aspect paysager. Alors, j'imagine que ce n'est pas un sujet que vous avez suivi vous-même, mais non, de près, oui. On a l'impression que ça va été jusqu'au bout, en fait. On voit sur les plans des implantations paysagères qu'on ne voit pas, en fait, sur la réalisation. D'accord. Vous êtes en mesure de nous dire quelque chose là-dessus? Non, malheureusement non. Vous avez atteint mes limites sur ce sujet-là. Là, j'ai pas d'infos. J'ai pas d'infos sur cette partie-là. Yasmina Berkla nous demande si le bâtiment a un label, y compris, alors là, elle pose la question sur le label HQE, mais aussi passif. Ce serait intéressant de savoir comment vous avez géré en fait cette question des labels, et donc là en particulier si vous avez regardé sur le label HQE les 12 cibles. Non, du tout. On s'est vraiment focalisé sur les 19 kWh, enfin le critère passif. Voilà, c'était la consommation de chauffage de ECS qui était notre priorité pour diminuer les charges. Parce que Medon Habitat a toujours mis l'accent sur cette partie-là, réduire au plus fort les charges pour les locataires. Et je pense que c'est effectivement la bonne démarche. Donc on s'est vraiment focalisé sur cette donnée-là. Et la seule label qui était visée, c'était le F-Energy Plus. Mais on était largement en deçà, donc il n'y avait pas de difficulté particulière pour ça. Mais on n'a pas tenté officiellement, effectivement, un classement bâtiment passif. Voilà. Et il y a une différence entre F-Energy Plus et Passif House. En visant le passif, enfin, il y a un moment où vous n'êtes pas emmêlé les pinceaux, parce qu'en fait, on est sur des cadres très, très différents. Non, on a toujours fait attention à ça. C'était effectivement, clairement pour nous, on s'approche du passif sur la partie chauffage de ECS, sur la consommation, mais en aucun cas, on va chercher des cibles ou des éléments qui seraient pas adaptés pour du logement social, notamment, ou enfin voilà, qui étaient en dehors des créneaux. Donc non, dès le départ, effectivement, les choses étaient très claires pour le maître d'ouvrage. On ne visait pas le bâtiment passif, on se rapprochait de la consommation sur le chauffage de l'ECS. William?
Non, je voulais juste dire par rapport à justement au label Efinergy Plus, celui-ci par contre il a été atteint, c'est-à-dire qu'il y a eu un Ah oui, process de complètement. labellisation, Oui, d'accord, oui, une mise à jour du calcul, oui, les différents oui, éléments clés à donner, d'accord. Donc tout il y a à un fait. vérificateur aussi qui est passé, Oui, ouais, donc oui. l'étanchéité à l'air des réseaux aussi, je suppose, a été demandé. Je sais pas. À l'époque, je pense Non, pas. Non, je ouais, à crois pas. l'époque peut-être pas. Et tout ce qui est Non, débit peut-être par d'air défaut. aussi, tout Les ce qui va débiteurs, être, oui, oui, ouais, tout à fait. c'est enfin, souvent la question aussi sur les logements, c'est l'équilibrage des réseaux aérauliques, donc aussi sur les débits d'air, et tout ce comportement à réception en tant que mise en œuvre et voilà qui importe beaucoup en exploitation. Donc ça c'est pareil, ça a été Il y a eu les effectivement campagnes de mesure. Ouais, des tout à fait. campagnes de Il y a eu des mesure, tout ça. campagnes de Ok. mesure. Tout à fait. Ok. Euh, et je demande maintenant à nos 3 experts une dernière question. Et puis, parce que je pense que le représentant de Medioane a du mal à revenir, donc on va conclure assez rapidement. Mais est-ce que Romain Marten, Cédric Poisa, vous avez des questions? Bah, juste une question, mais ça rejoint un peu la notion paysagère, donc je ne sais pas si vous allez pouvoir nous répondre. Dans quelle mesure le fait d'avoir une plantation sur les jardins en rez-de-chaussée permet d'avoir une évapotranspiration des plantes et d'améliorer le confort d'été? Dans quelle mesure ça a été pris en compte dans la conception? Pas réellement. En tout cas, à mon niveau, ça n'a pas été un élément déclencheur ou dominant sur cette partie-là. Donc, je suis désolé, mais je n'aurai pas d'infos sur cette volonté. Et Et je ça suis pourrait d'accord, être ça une participe. étape. Ça pourrait être une étape suivante. C'est-à-dire Tout à que fait, concevoir, ça permettrait d'aller en fait jusqu'au bout de la. complètement. Cédric, une question, dernière question. Oui, alors je sais pas si vous pourrez répondre, mais en gros, je voulais savoir si par rapport à une construction plus classique, est-ce qu'il y a un surcoût important et savoir si financièrement c'est un projet viable ou c'est un projet, on va dire, plus référence ou emblématique. C'est-à-dire que ça pourrait se reproduire facilement, Moi, je pense que oui. réplicable. On avait carte blanche, mais pas complètement hein, sur les choix, mais pas sur le budget, parce que ça reste du logement social. Donc, et c'est pour ça qu'on est sur des solutions vraiment simples. Voilà, on est sur une structure carrée, enfin parallélépipède. On est sur une isolation extérieure continue. On est sur des éléments très simples. Il n'y a pas de décroché de façade, il n'y a pas de porte-à-faux, il n'y a pas de. Oui, c'est vraiment rationalisé en termes constructifs. Les équipements techniques, même chose. On est sur des solutions éprouvées, simples. Donc évidemment, il y a un surcoût. Le quantifié, c'est peut-être 20-25% par rapport à un bâtiment qui effectivement serait moins isolé, il serait juste conforme RT 2012. Mais quand on voit le niveau de consommation annoncé, on est quand même à 65 euros par mois, par an, pardon, par an. 65 euros par an, et même moi, je suis un peu surpris, et par logement. Pour le chauffage et l'ECS, moi, je trouve ça. Nous, on avait annoncé, c'est ce qui était à l'écran, on avait annoncé 235 euros, vous voyez, par le calcul. Et là, aujourd'hui, les retours par Medon Habitat, c'est 65 euros. Voilà. Ah ouais. Donc, il y a sans doute un surcoût à la construction, mais je pense que la planète et les locataires, ils sont gagnants derrière. Quoi. Il y a pas photo. Quoi. Et le maître d'ouvrage également, et Medon également, parce que en termes d'image, c'est quand même très, très valorisant. Quoi. William, une dernière question. Non, bah là tu me prends au piège là. Non, mais je pense que j'ai pas forcément d'autres questions. Enfin, en tout cas, si j'ai d'autres questions, mais que je pense pas, c'est des questions où il y aurait Alors, une plus maîtrise d'ouvrage qui pourrait répondre. Pas... mais moi j'en ai peut-être une pour Christian Couton sur le E plus c'est moins futur RE 2020. Ah, En fait, vous l'avez atteint sans le chercher au départ d'ailleurs, puisque ça existe, c'est un réflexe qui n'existait Tout à pas. fait. Ouais. On devrait normalement appliquer cette réglementation à partir du 1er janvier prochain. Est-ce que ça vous semble hors d'atteinte ou est-ce que ça vous semble être un peu comme la RT 2012? On pensait que c'était complexe et puis on va y arriver relativement facilement. Bah, je sais pas. Pour l'instant, on est dubitatif, notamment sur l'arrêt du gaz, un peu brutal pour nous, à notre sens. Après, voilà, les industriels vont nous proposer d'autres solutions et on va pouvoir rebondir. Au jour d'aujourd'hui, on est un peu dubitatif. Il faut que ça se mette en place, qu'on regarde un peu. On n'a pas de retour, évidemment. On n'a que des simulations, quelques projets tests. Donc, je pense que c'est atteignable, mais peut-être qu'il y aura des contraintes pour l'architecte, évidemment. On va avoir des bâtiments peut-être moins compliqués, je ne sais pas. Enfin, voilà, il y a sans doute une période où il va falloir que chacun trouve ses marques, à la fois les architectes et les bureaux d'études. Voilà. On a une question. Messieurs, Bonjour Laurent. ça marche?
Super, très bien, on entend, c'est génial. Alors désolé, il y a coupure réseau dans ma boutique. Bon, alors on a quelques questions Je suis avec mon téléphone là. Voilà, il y a quelques questions qui relèvent du maître d'ouvrage, mais juste avant, encore, je pense, pour Christian Couton, une question de Sandrine Lebiavant pour Delta d'Or. Sur la partie sud, pour éviter le réchauffement par les baies, est-ce que vous avez installé des volets roulants en gestion manuelle ou en motorisé? C'est motorisé, mais Alors, c'est pas automatisé. Hein, c'est l'action manuelle, évidemment, des occupants. Voilà. Il n'y a pas de domotique. On a vraiment fait simple. Voilà. il y a deux systèmes. Il y a l'occultation sur les loggias avec des persiennes coulissantes. Hein, et aussi des volets roulants électriques intégrés aux baies au niveau du logement. Tout à fait. Alors, trois questions auxquelles Christian Couton, toute sa bonne volonté, n'a pas réussi à répondre complètement. Une première sur le traitement paysager. On a l'impression qu'entre les plans et la réalisation, on a vu quelques photos de réalisation, on ne retrouve pas exactement tout ce que vous aviez prévu. Est-ce que il y a eu un décalage entre la conception? Est-ce qu'il y a eu des changements de projet, y compris, j'ai l'impression qu'il y a des bâtiments qui devaient apparaître et qui n'apparaissent plus, qui ont été transformés en parking. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette question d'implantation et de paysager? Ouais, au tout départ, on devait faire une opération encore plus mixte avec un promoteur sur la partie totalement sud. Et le promoteur s'est désisté. Et pour le coup, on a récupéré ce foncier-là pour y intégrer une résidentialisation, des garages et du parking. Parce qu'on devait avoir du stationnement en dessous de ce bâtiment-là, en fait, finalement. Ah oui. Donc ce bâtiment n'a pas été fait. Il avait un gros doute après sur l'accueil d'accédants sur le quartier. Est-ce que la question, elle était financière? Le gros doute de l'opération privée, est-ce que c'était aussi une question de l'équilibre financier pour lui? Et donc, derrière, il y a la question pour vous, votre équation financière. Est-ce que vous êtes Non, c'était un peu trop tôt. Non, l'opérateur a préféré se désister parce qu'on était en fin d'ANRU, il n'y avait pas encore la transformation en termes d'image du quartier n'était pas encore là pour faire revenir vraiment des accédants en accession libre. Et c'était plus dans cette contrainte-là, il avait peur de ne pas commercialiser ses logements. Ok. Et donc, vous, votre équation financière… Depuis, il en a fait une autre, il a réussi, mais c'est dommage. Tant mieux, mais donc c'est pas avec vous. Votre équation financière, vous êtes plutôt dans quelque chose d'exceptionnel, vous n'avez pas du tout envie de renouveler, ou c'est suffisamment intéressant pour que vous puissiez imaginer de le refaire? Alors, ouais, vous m'entendez bien? Non, oui. C'est des opérations intéressantes. Mais on fait des opérations innovantes régulières. C'est vrai que sur l'innovation thermique, on sent qu'on va au bout. Sur la performance, on a des patrimoines depuis 10 ans. Ils sont très très bons, hein, vraiment techniquement. Que ce soit la maîtrise d'œuvre, les entreprises maîtrisent vraiment le bâtiment BBC, le bâtiment passif. On y va. C'est vrai que le surcoût par rapport aux gains, parce qu'on pense toujours nous à nos locataires, on voulait vraiment se faire ce test-là. Donc on a fait un surcoût. Nos locataires, on est très contents. Grâce à vous, d'ailleurs, ça me permet de revenir sur les charges qu'on applique à nos locataires. Que j'avais pas forcément fait. J'espérais que ce soit bon, j'ai pas de retour, donc c'est que ça a marché. Mais effectivement, c'est extrêmement positif. Donc, mais on est déjà sur les bâtiments BBC, on est déjà sur une trentaine d'euros par mois de charges, de 20 à 30 euros régulièrement. Et là, on est descendu à 5. Donc, alors toutes charges confondues, hein, parce que là, on est à 15 toutes charges confondues. Hein. Voilà. Donc, grosso modo, c'est le double avec le BBC. Et c'est déjà des choses qui fonctionnent très 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 bien. L'innovation, nous, c'est aller aussi vers l'innovation architecturale qui accompagne ces bâtiments-là. Merci beaucoup. Tout le monde n'a pas cette capacité comme l'équipe de maîtrise d'œuvre que vous avez entendu là, cette capacité-là. Et c'est important d'aller aussi vers ça, de garder l'architecture en même temps que les systèmes simples, bioclimatiques, performants. Il faut vraiment allier les deux. Je pense que vous avez vraiment fait passer le message aujourd'hui. Il y a quelques trucs et astuces en fait qui ont été donnés tout à l'heure et qui sont certainement transposables sur tout le territoire régional. Donc merci beaucoup à Médiane Habitat et merci beaucoup à vous, Christian Couton, d'avoir passé cette heure avec nous. Alors vous le savez peut-être pas,
mais à la fin de notre séquence, on pose une question à notre public parce que l'ouvrage que vous nous avez présenté, il peut rentrer dans le panorama de la construction durable en Pays de la Loire, aux côtés d'une quarantaine ou une cinquantaine d'autres ouvrages que nous avons référencés avec Novabuild et justement les spectateurs de nos différentes revues de projet. Et donc, on va vous poser la question. Vous avez dans un onglet sondage, alors vous avez le droit de voter, hein, y compris vous, Laurent Foubert ou Christian Couton, si vous voulez. Super. Donc, on demande au public de bien vouloir nous dire si, à votre avis, l'ouvrage que nous avons vu aujourd'hui peut rentrer dans le panorama de la construction durable. Donc, je vous invite à voter maintenant. Et puis, je vous remercie les uns et les autres pour votre participation. Merci à nos 3 experts d'avoir consacré du temps à décortiquer le projet. Et puis, à vous deux d'avoir accepté cet échange. À très bientôt. Attendez, je ne sais pas si on a les résultats tout de suite, pas encore. Ah, et puis ensuite, on a d'autres questions pour savoir si vous êtes content, satisfait du format aujourd'hui, s'il faut tout changer. Pendant qu'on attend, est-ce que vous avez quelque chose de complémentaire à nous dire pendant qu'on attend le résultat du sondage? Je pense que vous tremblez. Bon, c'est une élection qui est moins compliquée que celle qui se déroule en ce moment, j'imagine. Laura, est-ce que tu peux me donner quelque part dans le chat le résultat, s'il te plaît? Romain Fontenot voulait revenir sur la question des extérieurs paysagers. C'est vrai que vous nous avez parlé de l'opération complémentaire, Monsieur Foubert, mais c'est vrai que je vous posais aussi la question. On a l'impression qu'il y en a un peu moins que ce qui était prévu. Est-ce que ça a été l'équation financière qui a fait que vous n'avez pas pu… Partie sud, effectivement, le bâtiment. Ouais. Non. L'aménagement du parc de la centre urbaine, de l'esplanade, etc., et des jardins au rez-de-chaussée, il n'y a pas eu de mouvement du tout. On a fait une noue paysagère, etc., on a implanté des arbres et tout. Le parking, par contre, effectivement, en lieu et place du bâtiment qui était pour le promoteur, c'est un parking en enrobé. Il aurait peut-être fallu qu'on aille un peu plus loin sur l'usage de matériaux plus durables, hein, avec quelque chose de plus vert. Ça, c'est clair. Ouais. On a l'impression que c'était en cours de route. L'opérateur se désiste. Ouais. L'opérateur se désiste. Faut qu'on trouve une solution qui se réintègre assez rapidement. Et donc l'équipe avait dû faire un complément de travail en plein milieu, quoi. Donc, ça aurait été nettement mieux avec le bâtiment de l'opérateur, c'est sûr. Et donc, merci beaucoup à toutes et tous. Je vous annonce que vous avez gagné à 100%. L'ensemble des votants ont voté pour vous. Ça n'existe plus des élections. Merci. Ouais, en Afrique ou en Amérique du Sud, peut-être. Donc, bravo à toute l'équipe, hein, puisque c'est aussi c'est quand même vos pairs qui vous remarquent aujourd'hui, récompensent. Donc, bravo et puis bonne journée. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci à vous et merci à l'équipe William Goyer aussi pour le projet. Merci. Merci. Au revoir. On remercie William Goyer et puis on lui donne tout notre encouragement, félicitations, à bientôt.